Salut mes chers élèves, soyez les bienvenus une nouvelle fois. Donc on va commencer par faire la correction de l'exercice que je vous ai donné la dernière fois. S'il vous plaît, vous prenez vos polycopies sur la page où se trouve l'exercice, c'est-à-dire la page 70 et vous suivez. Donc on a pris cet échantillon de la roche calcaire qui pèse 260 grammes et on a mis chaque échantillon dans une solution à acidité différente. Donc le premier échantillon dans une solution à acidité 100%, le deuxième dans une solution à acidité 50%, le troisième dans une solution à acidité 25%, le quatrième dans une solution à acidité 10%, le cinquième dans l'eau de mer, le sixième dans l'eau de pluie et le septième dans l'eau distillée. On a laissé ce montage expérimental pendant 60 jours, c'est-à-dire 2 mois. Après, on a retiré ces échantillons-là de ces solutions et on les a repesés ou bien pesés une nouvelle fois. Le résultat de ces pesées-là, on les a notés dans la dernière colonne, c'est-à-dire la fin de l'expérience. Donc, l'échantillon 1, sa masse a passé de 260 grammes à 25 grammes. Le deuxième échantillon, elle a passé de 260 grammes à 80 grammes. Le troisième échantillon, elle a passé de 260 grammes à 177,5 grammes. Le quatrième, de 260 grammes à 213,1 grammes. Le cinquième, de 260 grammes à 252,5 grammes. Le sixième, de 260 grammes à 252,6 grammes et le dernier échantillon de 260 grammes à 255 grammes. Donc, la première question, c'était décrivez la masse des échantillons de la roche obtenus à la fin de l'expérience. Que pouvez-vous déduire ou bien que déduisez-vous? Donc, on constate que la masse de chaque échantillon, sans exception, a diminué à la fin de l'expérience, à la fin de ces 30 mois, à la fin de ces 60 jours, la masse de chaque échantillon a diminué. Donc, on peut déduire que l'échantillon calcaire a réagi avec les solutions qu'on a utilisées et ils ont provoqué leur dissolution et la diminution de leur poids, de leur masse. Donc, on va écrire la première. Donc, la masse des échantillons a diminué à la fin de l'expérience. On déduit qu'ils ont subi une dissolution sous l'effet des solutions acides qu'on a utilisées. La deuxième question, c'était d'expliquer l'effet de l'eau de mer et de l'eau de pluie sur la roche calcaire. Donc, on constate que lorsqu'on a retiré les échantillons calcaires de l'eau de mer et de l'eau de pluie, et on les a pesés, leur masse a diminué. Donc, l'eau de mer et l'eau de pluie, elles ont provoqué la dissolution d'une partie de cette roche calcaire. Donc, ce qui a provoqué la diminution de leur masse. Donc, les acides de l'eau de mer et de l'eau de pluie réagissent avec les roches calcaires et contribuent à leur dissolution, d'où la diminution de leur masse. La troisième question, c'est expliquer pourquoi cette érosion est appelée érosion chimique. Donc, pourquoi l'érosion qui provoque la dissolution, qui est causée par la dissolution des roches calcaires, on la désigne comme une érosion chimique. Parce que la dissolution de ces roches-là est provoquée par une réaction chimique entre les acides et les carbonates. Il y a une matière qu'on appelle carbonate de calcium qui constitue la roche calcaire. Donc, entre ces carbonates de calcium et qui se trouvent dans la roche calcaire et les acides qui se trouvent dans l'eau de mer ou bien l'eau de pluie, elles provoquent une dissolution donc d'une partie
de ces roches calcaires. C'est pourquoi on désigne ce type d'érosion par une érosion chimique. Donc cette érosion est chimique car la dissolution des roches calcaires se fait par des réactions chimiques. Maintenant, on a terminé avec le premier phénomène géologique externe qui est l'érosion. Donc on a conclu que à la fin de l'érosion, elle se forme des produits de cette érosion. Se forment soit de particules détritiques qui sont les blocs, les galets, les graviers, les sables et les argiles, ou bien des solutions qui résultent de la dissolution des roches calcaires. Donc, ces produits-là, que ce soit détritiques ou sous forme de solution, ils vont subir un deuxième phénomène géologique externe qui est le transport par des agents de transport qui sont tout simplement le vent et l'eau. Donc, dans le chapitre suivant, on va le transport des produits de l'érosion par les agents de transport. Donc, on prépare une situation problème ou bien j'observe et je m'interroge. Donc, vous allez lire cette situation problème. Donc, les produits d'érosion sont transportés par l'eau, soit sous forme solide pour les particules détritiques, soit sous forme soluble pour les solutions qui résultent de la dissolution des roches calcaires sous l'effet des acides, où ils seront transportés par le vent. Donc, on va étudier comment se fait le transport par l'eau de ces produits et comment se fait le transport par le vent toujours de. Donc, vous recopiez les deux questions. Comment les produits de l'érosion sont transportés par l'eau et comment elles sont transportées par le vent. Donc, on va commencer avec le premier agent qui est l'eau. Comment l'eau transporte les produits de l'érosion, que ce soit sous forme solide ou bien sous forme de solution. Donc, par réaliser ces activités, la première activité, on va étudier un tableau. Ce tableau, il représente la vitesse minimale du courant d'eau nécessaire pour déplacer des particules rocheuses en fonction de leur taille. Donc, dans ce tableau-là, on trouve les particules rocheuses qui sont l'argile, le sable et le gravier. L'argile a différentes diamètres, à différentes tailles. Le sable aussi à différentes tailles et le gravier à différentes tailles. Et la vitesse minimale nécessaire pour déplacer ces particules-là. Donc, on observe que les argiles ont une taille fine qui varie entre 0,002 mm et 0,02 mm. Le sable, les particules sableuses ont une taille qui varie entre 0,1 mm et 0,5 mm. Et les graviers ont une taille ou bien un diamètre qui varie entre 2 mm à 100 mm. Donc maintenant, lorsqu'on observe la vitesse nécessaire pour déplacer ces particules-là. Donc, pour les particules qui ont une taille très fine, donc la vitesse, l'eau n'a pas besoin d'eau, ou bien le courant d'eau ne court pas avec une grande vitesse pour déplacer ces particules-là. Mais au contraire, lorsque la taille de ces particules-là, plus la taille de ces particules-là devient grande, plus la vitesse nécessaire pour les déplacer doit s'élever. Donc, ça, c'est la réponse à la première question. Donc, plus la taille ou bien le diamètre des particules rocheuses s'élève ou bien augmente, plus la vitesse du courant d'eau nécessaire pour déplacer ces particules-là et les transporter doit elle aussi augmenter ou bien s'élève, doit être grande. Donc, on va cette première
donc déterminer la relation entre le diamètre des particules rocheuses détritiques et la vitesse. Donc, plus le diamètre des particules est grand, plus la vitesse minimale de l'eau nécessaire pour le déplacer est élevée. Donc, pour comprendre cette astuce-là, ou bien cette particularité, donc comme j'ai dit, pour comprendre cette particularité ou bien cette propriété du transport des particules détritiques par l'eau, vous pouvez réaliser cette expérience chez vous. Vous pouvez prendre une surface inclinée sur laquelle vous allez poser un mélange de particules détritiques comme du gravier, du sable et de l'argile, puis vous versez de l'eau sur ce mélange-là. Donc, comme vous voyez, le résultat ici de l'expérience sur ce document-là. Vous voyez que le gravier a presque resté en haut. Le sable est dispersé au milieu de cette surface-là, alors que dans la cuvette en bas, on a vu, on observe l'arrivée des particules d'argile mélangées avec l'eau. Donc, on peut déduire que les facteurs qui conditionnent le transport des particules solides par l'eau, c'est la taille ou bien le diamètre de ces particules-là, leur masse, la vitesse du courant d'eau. Vous voyez que plus la pente est raide, plus la vitesse du courant d'eau est très grande. Donc, lorsque la vitesse de l'eau est très grande, il peut transporter même les particules de grande taille. Alors, lorsque la vitesse de l'eau devient faible, il ne transporte que les particules fines ou bien les particules de petite taille. Donc, la deuxième question, c'était déduisez les facteurs intervenant dans le transport de l'eau ou bien qui conditionnent les transports des éléments détritiques par l'eau. On a dit ces facteurs-là sont la vitesse de l'eau en général et la taille ou bien la masse de ces particules. Donc, ces facteurs sont la taille ou la masse des éléments détritiques ou bien des particules détritiques et la vitesse du courant d'eau. Maintenant, on passe au deuxième document qui nous représente les modes de transport ou bien la façon avec laquelle l'eau transporte les éléments détritiques ou bien les détritiques. Vous voyez ce document-là, il nous explique les modes de transport ou bien la façon avec laquelle les particules détritiques sont transportées par l'eau. Vous voyez que les grandes particules, elles sont transportées par l'eau en glissant ou bien en roulant en profondeur. Ou bien il glisse ou bien il roule dans les profondeurs. Alors que les particules de taille moyenne comme les graviers et les petites galets, elles sont transportées, elles sautent dans l'eau. Donc on dit qu'elles sont transportées par saltation. Donc elles sautent dans l'eau. Alors que les particules fines, elles sont transportées en suspension dans l'eau. Donc, on a trois modes de transport des particules rocheuses par l'eau, ou bien le roulement et le glissement pour les particules de grande taille dans le fond, ou bien en sautant par saltation, ou bien en suspension comme le cas de silt et des argiles. Donc, c'est ça les modes de transport des particules rocheuses ou bien des particules détritiques par. Donc, en se basant sur le document 2, décrivez le mode de transport des différents éléments détritiques par l'eau et complétez. Donc, on va résumer ces modes de transport dans le tableau suivant. Les blocs qui sont de grande taille sont des éléments détritiques de grande taille, donc elles dépassent les centimètres. Donc, elles sont transportées, comme on a vu, soit en glissant, soit en roulant dans le fond. Donc, c'est roulement ou glissement. Alors que les galets et les graviers sont de taille moyenne, ils sont transportés en saltation, c'est-à-dire elles sautent dans
l'eau. Alors que le sable et les argiles, ce sont des particules de taille fine et sont transportées en suspension. Donc, vous remplissez votre tableau, s'il vous plaît. Maintenant, passer au bilan de l'activité, donc dans lequel on va résulter là. Donc, l'eau transporte tous les éléments détritiques par plusieurs modes de transport qui sont le glissement, le roulement, la saltation et suspension. En plus des éléments qui sont transportés en solution qu'on a vu pour les carbonates de calcium. Puis, la distance de transport de ces éléments-là dépend de la taille, de la masse et de la vitesse du courant d'eau. Donc, vous allez recopier ce résumé-là ou bien ce bilan d'activité. Après, maintenant, on passe au deuxième agent de transport, ou bien on l'appelle le transport éolien. Donc, le vent, on va voir comment le vent transporte les particules détritiques et quelles sont les particules détritiques par le vent. Le transport des particules détritiques par... Donc, vous voyez là une tempête dans le désert. Donc, le vent transporte le sable. Ici, c'est des dunes de sable et le vent transporte les sables qui constituent ces dunes de sable. Donc, vous voyez ici, le vent transporte ces particules sableuses jusqu'à ce qu'il retrouve ou bien rencontre un obstacle comme de la végétation ou bien des reliefs. Donc, la vitesse du vent diminue et les particules sableuses qui ont été transportées par le vent vont se déposer. Donc, on voit ici, c'est une modélisation du transport par le vent. Donc, on voit en général que le vent transporte seulement les particules de petite taille. En général, les sables et les argiles et du gravier de très très petite taille. Donc, soit en suspension pour le cas des sables et des argiles, ou bien roulement, traction, à la surface de la terre, c'est le cas des graviers de petite taille. Donc, déterminer les particules rocheuses transportées. Donc, le vent transporte les éléments détritiques de petite taille, tels que le sable, dans les zones désertiques et le long des côtes. Donc, déduisez les facteurs intervenant dans le transport des éléments détritiques par le vent. Donc, on déduit que la taille des particules, on a vu que le vent ne transporte que seulement les particules de petite taille et aussi la vitesse du vent. Plus la vitesse du vent est grande, plus il transporte des particules. Donc, on va résumer les facteurs responsables de ce transport éolien, c'est-à-dire le transport par le vent, on dit le transport éolien, et le transport par l'eau, on dit le transport aquatique. Donc, ce transport-là dépend de trois facteurs principaux. La taille ou la masse des éléments transportés, des éléments détritiques ou bien des particules détritiques transportées, la force du vent et la présence ou l'absence d'un obstacle. Plus l'espace est libre ou il n'y a aucune surface végétative ou bien des reliefs, plus le vent transporte les particules détritiques sur une grande distance. Donc, vous recopiez cette réponse-là. Donc, puis on passe, décrivez maintenant les modes de transport des différents éléments détritiques par le vent. On a vu qu'il y a deux modes de transport par le vent, soit par suspension ou bien par roulement. Donc, le vent transporte les éléments détritiques fins par plusieurs modes, roulement, saltation et suspension. Donc, on passe à notre bilan. Donc, le vent est un agent de transport, le transport éolien, des éléments détritiques de taille fine. Ce type de transport dépend de la taille des particules et de la force du vent. Donc, maintenant, on a terminé
avec le transport par l'eau et le transport par le vent. On passe comme d'habitude. Donc, on va passer à notre dernière activité dans ce chapitre-là. Dans cette activité, on va remplacer l'activité qu'on devait faire en classe. Normalement, en classe, on doit prendre des échantillons de sable qu'on a amenés de différentes zones ou bien de différentes régions. On va l'observer on va l'observer à l'aide d'une loupe binoculaire et le résultat des observations vont nous permettre de déterminer l'origine de ces sables-là. Est-ce que ce sont des sables transportés par l'eau ou bien des sables transportés par le vent? Mais vu les contraintes, on va essayer de faire un exercice. Donc ici, une analyse morphologique, c'est-à-dire statistique des grains de quartz, c'est-à-dire on observe des échantillons de sable. Donc, en général, lorsqu'on observe du sable à l'aide d'une loupe binoculaire, il est constitué de différentes particules, des cristaux de minéraux comme le quartz, que vous voyez ici dans le document. Ce sont des petits cristaux. On a aussi les feldspath, on a d'autres cristaux de minéraux, on a des particules ou bien des débris de coquilles, on a plusieurs grains qui composent ce sable-là. Donc, on va s'intéresser à l'étude morphologique, c'est-à-dire la forme, morphologique c'est la forme des particules de quartz, des cristaux de quartz qui constituent le sable. L'étude statistique, c'est-à-dire le pourcentage ou bien le nombre de chaque forme de ce quartz qu'on trouve dans le sable. Donc, ici, une observation à la loupe binoculaire nous montre l'existence de 3 types de formes de cristaux de quartz. On a le premier type, c'est les non usés. Les non usés. Donc, puis les ronds mat et les émoussés luisants. Donc, 3 formes qu'on trouve de particules ou bien de grains de quartz, de cristaux de quartz qu'on trouve dans le sable. La forme non usée, qui est la première en haut. La forme ronde, qui se trouve au milieu. Et la ronde mat. Et la dernière forme, c'est la forme émoussée luisant qui se trouve en bas. Donc, NU, c'est des abréviations de non usées. RM, c'est une abréviation de rond mat. Et EL, c'est une abréviation de émoussé luisant. Dans les sables où on trouve une grande quantité ou bien un nombre élevé de grains de quartz ou bien de cristaux de quartz qui sont non usés, c'est-à-dire ils ont une forme bréchée, ils ont des arêtes qui sont aigus, des arêtes aigus et pointus. Donc on les trouve ce type de cristaux dans le sable qui vient de se former. Dans le sable qui vient de se former. Donc on les trouve dans l'île des oueds, dans les torrents. Et ce sable-là, il vient de se former. C'est-à-dire c'est le résultat de l'érosion. Il vient de se former. Les ronds mat, on les trouve dans les sables qui ont subi un transport à longue durée par le vent. Mat, c'est-à-dire ils sont sales, ils ne sont pas brillants. Donc les saletés sont restées collées à ce type de quartz. Donc ils sont transportés, le roulement de ces particules sur une grande distance et pendant très longtemps, les façons et les ronds lisses et rondes. Ils ont une forme ronde. Ils sont très lisses. Alors que le dernier type, c'est-à-dire les
émoussés luisants, ça, puisqu'ils sont luisants, donc ils sont propres, ils sont lavés par l'eau, donc ça montre qu'ils sont transportés par l'eau pendant une longue durée. Donc ce qu'il a façonné de cette et là ce qu'il a façonné, il lui a donné cette forme là. Donc le choc des particules entre elles lui donne cette forme émoussée. Cette forme émoussée. Et ils sont luisants parce qu'ils ont été lavés par l'eau. Donc, lorsqu'on trouve dans un sable, on trouve une grande quantité de cristaux de quartz non usés, ça montre que c'est un nouveau sable. Il vient de se former, c'est-à-dire qu'il est transporté par l'eau, des ouades, des torrents, des fleuves, donc pendant une courte durée. Alors, au contraire, lorsqu'on trouve du sable où on a un pourcentage élevé de cristaux de quartz rond et mat, ça nous montre que ce sable-là, c'est un sable désertique. Il a été transporté par le vent pendant une longue durée. Alors que lorsqu'on trouve dans un sable un pourcentage élevé ou bien une grande quantité de cristaux de quartz émoussé et luisant, c'est un sable transporté par l'eau pendant surtout on les trouve sur les côtes, donc c'est du sable marin. Donc, on va remplir le tableau. Donc grains de quartz les grains de quartz qui ont une forme ronde et mat, c'est le vent, c'est un transport éolien. Ils ont subi un transport éolien, c'est-à-dire par le vent pendant une longue durée. Alors que les émoussés luisants, ce sable-là a été transporté par l'eau pendant une grande durée ou bien une longue durée. Les non usés, ça, du nouveau sable, c'est un sable qui vient de se former. Elle a été transporté par l'eau pendant une courte durée. Donc, et merci de votre attention. Jusqu'à la prochaine séance.